Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Mortier, le directeur des gestions d'Amundi. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Absolument, merci. Je ne sais même pas par quoi on peut commencer. Il y a beaucoup de sujets. Ouais. Juste un mot, le FMI nous dit que Oui. l'économie mondiale semble mieux résister que prévu à la guerre commerciale de Trump. Est-ce que c'est un peu une surprise quand même? On avait dit, oh là là, c'est catastrophique et tout. Le FMI qui a revu ses prévisions de croissance à la hausse pour 2025 et 2026 pour l'ensemble du monde. Absolument. Alors, de manière très légère, déjà. Ouais, mais on prend. C'est assez marginal. Et c'est surtout sur la croissance américaine que le FMI a revu ses chiffres. En gros, 2% de cette 2%, année et 2,1 l'an prochain. Exactement. Sachant que la croissance américaine cette année, alors certes, les barrières douanières ont un effet un peu dilué dans le temps, hein, notamment sur l'inflation ou la croissance. Le gros reste à venir, en fait. Mais le gros de la croissance américaine au premier semestre a été totalement tiré par les investissements totalement hors normes, et on y reviendra, sur les sujets IA, intelligence artificielle, donc les data centers. Quelle était la croissance sur le premier semestre ou les 9 premiers mois de l'année aux Alors, États-Unis? si on prend... Et quelle est la part qui revient à l'IA? En fait, la part qui revient à l'IA, au data center, au logiciel, etc., Ouais. c'est plus que la croissance totale. Donc en fait, si on exclut cela, la croissance américaine en fait, est un peu négative. C'est 3 points de croissance sur le premier semestre qui vient uniquement de cette thématique-là. Et quand on voit par rapport à l'année dernière ou aux années précédentes, la progression est exponentielle. Et cette année, donc, il y a eu une énorme propension d'un certain nombre d'entreprises aux États-Unis à investir des sommes considérables dans ces thématiques-là. Et on y reviendra parce que ça peut créer aussi des sentiments de bulle, mais il y a une forme d'urgence. Donc pas d'inquiétude sur l'économie américaine, parce Si, qu'on parle beaucoup à terme. de l'emploi. Non mais à terme on sera tous morts, disait Keynes. Oui. Mais quand on voit le freinage, encore une fois, de l'emploi, l'inflation qui repart dans l'autre sens aux États-Unis, on se dit voilà, ça ressemble à de la stagflation. Et en même temps, quand on voit cet investissement dans l'IA et data center, voilà, c'est la croissance de demain aussi. Hein. Absolument. Donc le gros défi des États-Unis, c'est d'adapter son marché de l'emploi aux nouveaux besoins et aux nouvelles demandes. Donc le marché de l'emploi se dégrade un peu, malgré une immigration qui est beaucoup plus faible. Hein. Donc ça devrait normalement soutenir le marché de l'emploi. Mais en fait, ça n'est pas le cas. Le problème, c'est que la main-d'œuvre disponible aux États-Unis n'est pas forcément adaptée à la main-d'œuvre qui est nécessaire, notamment pour ces nouvelles technologies. Et pour l'instant, l'IA, typiquement, a eu plus d'effets de destruction d'emplois que de création. D'ailleurs, quand on voit les courbes, c'est assez frappant. On voit bien un effet. Donc c'est bon pour le profit des entreprises à court terme, parce qu'en fait, on va automatiser, simplifier des process. C'est bon pour la productivité. C'est bon pour la productivité au niveau micro. Ouais. Au niveau macro, c'est pas encore très clair, même si les investissements créent du PIB et de l'activité. Mais cette activité-là, elle ne se traduit pas forcément en emploi. Elle se traduit en bénéfices, elle se traduit en richesse, mais pas forcément en emploi. Donc c'est là que ça va être un peu compliqué. Et l'inflation, en effet... Mais qui va l'emporter entre les effets négatifs et positifs de la... Alors ça, c'est une grande question. C'est est-ce que l'IA, ce sera juste un moyen d'être plus efficace et donc effectivement au niveau local d'être plus productif, ou est-ce que ça va vraiment entraîner des nouvelles activités comme l'Internet l'a été il y a maintenant pas mal d'années. On ne le sait pas encore très bien. On est clair sur le fait que pas mal de segments de l'économie vont bénéficier de l'IA en tant qu'utilisateurs. Les banques. Ouais. Les banques, JP Morgan a clairement annoncé qu'ils avaient réduit de 30% leurs effectifs sur la compliance, sur les back et middle office aux États-Unis liés à l'IA. Donc, dans les services, d'une manière générale, on voit bien un effet dans le dialogue avec le consommateur, par exemple, hein, qui va de plus en plus pré-traité par des agents d'IA. On voit aussi le côté positif sur ceux qui fournissent des éléments qui vont contribuer à l'IA, c'est-à-dire les connecteurs électriques, les fournisseurs d'électricité, ça consomme beaucoup d'électricité. Ouais. Donc là, on est plutôt favorable sur ces segments-là de l'économie. En revanche, sur le cœur, c'est-à-dire ceux qui donnent les moteurs, je pense que sur les moteurs, on va un peu avoir comme l'accès à Internet, ça va se banaliser, ça va devenir pas cher. Il y a énormément de concurrence.
Donc c'est pas forcément Les là. moteurs, c'est qui? Vous parlez de qui là pour le coup? OpenAI, d'accord, par ça, exemple. bien sûr, bien sûr, ok. Donc là-dessus, je ne suis pas certain que la monétisation, la capacité de tirer des bénéfices de cela, soit complètement évidente. Et sur les data centers, qui sont très à la mode aujourd'hui, hein, là aussi, est-ce que finalement, on ne va pas avoir des grosses surcapacités? Tout le monde en bâtit partout. Et ça me rappelle un peu les réseaux télécoms, alors ça fait un peu vieux combattant, mais les réseaux télécoms 2G et 3G, où à une époque, tout le monde en voulait, tout le monde investissait des dizaines de milliards d'euros, et aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de construire finalement des infrastructures énormes qui vont être obsolètes assez rapidement? D'ailleurs, le chef économiste du Fonds monétaire international, du FMI, qui nous dit que l'explosion des investissements dans l'IA rappelle la bulle Internet de la fin des années 90. Alors, en partie, il y a une espèce de sentiment de il faut en faire partie et on est prêt à prendre des paris sur plein de choses. Certains d'ailleurs, grands patrons de la tech aux États-Unis, l'assument en disant, c'est Mark Zuckerberg qui a dit peut-être qu'on va cramer, je ne sais pas s'il a dit ça comme ça, mais des centaines de milliards de dollars, mais je n'ai pas d'autre choix que d'être dans la compétition et donc je dois surinvestir. Et ce raisonnement-là, on le voit à l'œuvre chez tout le monde. Quand même chez tout le monde. Donc effectivement... Et l'heure de vérité, c'est quoi? À quel moment on verra s'il y a ses promesses, notamment de rentabilité? Et c'est à ce moment-là qu'on verra si les gagnants, les perdants. Absolument. Mais c'est quand ça? C'est pour quand? Alors c'est une question de trimestre ou d'année, pas de mois. Ouais. Et le juge de paix, ça va être les résultats des entreprises et la compétition qui va émerger et des nouvelles technologies qui pourraient aussi venir mettre un peu le bazar dans tout ça. Si dans 2-3 ans, comme certains le disent, on a ce qu'on appelle le quantum computing, donc qui se déploie de manière large. C'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Donc c'est l'ordinateur quantique. Ah oui, pardon. Voilà, donc en français, vous avez raison, il faut parler français. Donc l'ordinateur quantique, ça peut totalement changer toute la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que ça nécessitera beaucoup moins d'énergie, ça permettra d'être beaucoup plus rapide dans les traitements. Donc il y aura moins besoin de gros data centers qui consomment beaucoup d'énergie. Et ça va aussi banaliser en fait, un certain nombre de moteurs de recherche qui sont en source ouverte et qui vont être très faciles à utiliser et on pourra les comparer entre eux. C'est intéressant, quand on est investisseur européen ou français, comment on investit dans l'IA à part la tech américaine qui fait 80% de la hausse du S&P? Alors ça c'est une excellente question. Et est-ce que ce n'est pas trop tard aujourd'hui? Alors, sur les acteurs purs de la tech ou de l'IA, je pense que c'est quand même trop tard. Donc, on est vraiment dans le haut de la bulle. En revanche, il y a plein d'acteurs dans la chaîne de valeur où l'Europe, en fait, n'est pas mauvaise. Et donc, on peut investir sur justement ce que j'appelais ceux qui vont fabriquer les pelles pour la ruée vers l'or. Oui. Donc, eux qui sont enrichis surtout. Hein. Voilà, donc typiquement, en France, on a des leaders mondiaux sur un certain nombre de segments, de fournitures de composants électriques. Alors, je ne vais pas citer trop de noms, mais on a quand même des grandes entreprises bien établies sur toute la chaîne. Schneider, Legrand, voilà. Exactement. S'il ne le fait pas, moi je le fais. Hein. Exactement. Et donc, ces acteurs-là vont en bénéficier. Et ils sont bien positionnés. Et leur cours ne reflète pas encore complètement cela. Donc, j'aurais tendance à investir là-dessus, sur les fournisseurs d'énergie, parce qu'ils vont en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Donc la partie amont, et puis sur la partie aval, les entreprises qui vont pouvoir utiliser l'IA à leur profit dans leur process. Donc c'est pour ça que typiquement les banques européennes sont un peu en retard sur l'adoption de l'IA, mais elles vont combler leur retard et ça va être une grosse source de productivité et de gains. Vincent Mortier, on parle de cette bulle possible ou pas sur l'IA. On peut se poser aussi la question sur l'or. Le mouvement est ascensionnel. Oui. Hier, on en parlait, 4100, on est à 4200 $ l'once. C'est un truc de fou, je sais pas, c'est 58-60% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce que vous l'avez vu venir? Vous l'avez vu venir. Et est-ce qu'on peut parler d'emballement ou pas sur l'or? Alors, sur l'or, bon, sans refaire l'histoire, d'ailleurs on s'était vu il y a quelques trimestres, on a déjà parlé, nous on est investi sur l'or dans nos fonds diversifiés depuis déjà presque 2 ans. Donc on a bénéficié de cette hausse-là. À hauteur de entre 3 et 5%. Oh mais c'est pas assez. Hein. Non mais c'est un fonds diversifié. Et en fait cette croissance de l'or, elle est alimentée pour des raisons assez fondamentales qui de mon point de vue vont perdurer. Et les acheteurs aujourd'hui d'or... Qui fait monter l'or aujourd'hui physique? Vous allez me dire les banques centrales, etc. Alors c'est essentiellement des acheteurs effectivement souverains, quasi souverains,
donc banque centrale, fonds souverains. On vient d'avoir, depuis quelques semaines, un croisement de courbes où en fait le poids de l'or dans les réserves mondiales de change a dépassé le dollar. Le dollar, ouais. Non, les obligations américaines. Et les treasuries. Et on voit bien qu'il y a... la même chose, les treasuries. Non, vous avez raison, il y a les treasuries, vous avez raison. mais vous avez raison. C'est les obligations américaines. Ouais. Mais le poids du dollar aussi, en vase communicant, diminue. Ouais. Non, mais ça dit quelque chose quand même. Hein. Ah bah dans les réserves des banques centrales aujourd'hui, il y a plus d'or que le treasuries, qui est le placement star défensif. Absolument. Alors, ça dit quoi, alors on ne fait que compenser un mouvement de baisse qui a eu lieu après la fin des accords de Bretton Woods, hein, donc là ça ne rajeunit pas, où les banques centrales n'ont pas arrêté de vendre de l'or, et depuis maintenant quelques années, elles sont reparties dans l'autre sens, mais elles sont encore assez basses en fait, en allocation, donc on pense que ça peut continuer. Je crois de mémoire que c'est 26%, 25 ou 26% le chiffre. Voilà, c'est ça. Mais ça peut monter à combien? Ah bah ça peut monter jusqu'à 30, 35, sans aucun problème. Donc, mais en dehors, qui achète chez les investisseurs, j'ai envie de dire, alors après, ça s'est élargi, particuliers, qui achète de l'or? Ça s'est élargi à des gérants plus traditionnels comme nous. Ouais. Et aussi, maintenant, on le voit avec les particuliers, notamment en Asie et en Europe, moins aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, c'est les equities, c'est les actions. Voilà. C'est la tech. Donc, par exemple, nous, on a un produit sur l'or physique. Donc, c'est vraiment des lingots d'or qui sont dans un coffre. Ouais. Et on a franchi les 10 milliards d'euros d'encours. Et c'est une très forte croissance. Donc, on voit bien qu'il y a une demande finale de la part de particuliers également. Mais ça peut raisonnablement encore monter, et jusqu'où? Parce que sur les actions, c'est facile, il y a des ratios, cours sur bénéfice, par rapport à la moyenne historique, etc. Là, c'est quoi le référentiel? Jusqu'où ça monte sans qu'on se dise, là, il y a bulle, là, c'est du grand n'importe quoi? Le référentiel, c'est d'une part l'inflation mondiale, parce que l'or est quand même l'outil qui permet de garder le pouvoir d'achat sur longue période. Le gros de l'inflation est derrière nous. Hein. Bah, aux États-Unis, ce n'est pas encore complètement clair. Non, mais là aussi, dans les pays... on est à 3%, on va remonter à quoi? 3,5 oui, mais ce n'est pas 2. Bien sûr, mais on vient de 6. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Mais les seules zones où l'inflation est vraiment contrôlée, c'est la Chine qui en fait rentre en déflation. Et nous. Et l'Europe, qui est clairement... Moi, je dis nous, je pense à la France, que nous, on a eu les chiffres ce matin, on est à 1,2% d'inflation, voilà. On est sous 2%. L'Europe est sous les 2% et de manière assez pérenne. Tout le reste du monde, le Japon, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, sont tous vers les 3 et au-delà. Donc l'inflation n'est pas vaincue. Donc l'or n'a pas mangé son pain blanc, Vincent Mortier? Non, absolument. Nous, on conserve nos positions. Et on se dit quoi? On se dit qu'on va vers 5 000, 6 000, 10 000, j'ai n'importe quoi, je ne sais même pas en fait. Alors 5 ou 6 000 ne serait pas totalement irréalisable en effet. À quel horizon? Je vais vous donner l'heure exacte. Oui. Soyez précis, Vincent. Et après, il y a un truc moi, qui me trouble un peu, et je pense que vous aussi, Vincent Mortier, c'est de voir l'or au plus haut, avec des actions au plus haut. Ouais. Historiquement, c'est quand même assez rare, ça, non? Non, ça peut arriver. Alors, rarement. Oui. Ce ne sont pas les mêmes acheteurs. Ah. Et également, il y a un raisonnement que moi, je vous coupe, oui. je vous pose la question parce que quand on est avec des actions, des bourses qui sont au plus haut, c'est qu'on est positif, on est optimiste, on est euphorique. Et l'or au plus haut, enfin, on se dit qu'il y a des gens qui ont peur. Donc, c'est peut-être effectivement pas les mêmes qui achètent. Non, et alors, il y a aussi un raisonnement que j'ai entendu qui est assez intéressant. C'est que les actions et l'or, ce sont les deux actifs qu'on ne peut pas diluer ou émettre. C'est-à-dire que la dette, vous pouvez toujours en émettre plus. La devise, vous pouvez toujours en émettre plus. L'or, bon, évidemment, il y a de l'extraction aurifère, mais il y a aussi de la déperdition. Donc, au final, la quantité d'or disponible est relativement stable, et la quantité d'actions disponibles est relativement stable, voire décroît avec le rachat d'actions. Et donc, on a deux actifs qui, finalement, ont un caractère de rareté. Alors que la dette, typiquement, notamment la dette souveraine, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en Europe, elle n'arrête pas de progresser en encours. Et donc en termes il y a une espèce d'attrait rassurant qui est on ne peut pas créer de la monnaie, en fait, sur l'or ni avec les actions. Donc c'est un cocktail défensif, en fait. Acheter une action de très grande qualité, c'est maintenant perçu comme un risque presque meilleur que d'acheter une obligation souveraine. Après, on l'oublie, mais l'or, ça reste volatile. Hein. C'est un peu moins que les actions. Mais on ne s'en rend pas compte parce que l'or ne fait que monter. Mais l'or, c'est clairement pour du long terme. Ouais. Mais les retournements, s'il y en avait sur l'or, peuvent être très violents. Hein. Ils peuvent être violents. Là, je pense que les conditions sont quand même réunies pour que ça reste relativement stable aussi.
Un petit mot, Vincent Mortier, de la saison des publications des résultats d'entreprise. Oui. Intéressant parce qu'au coup, avant-hier, on avait le profit warning de Michelin, et puis hier soir, hors bourse, on a eu les résultats rassurants d'LVMH. Enfin, rassurants, on reparle du retour de la croissance tout doucement, tranquillement. Ça fait plus 15 sur l'action. Oui, absolument. Et le CAC 40 a plus 2,5, donc du fait du poids, évidemment, du luxe. Alors également, sur le CAC, il y a aussi quand même l'effet des annonces d'hier suspension de la réforme des retraites. Qui n'étaient pas, et donc l'annonce censure immédiate, en tout cas, du Parti socialiste. Les taux longs en français sont redescendus à 3,36, 3,37. C'est ça, voilà. Donc on a quand même... C'est 20 points de base de moins qu'il y a une semaine. Bah, c'est énorme, enfin, objectivement. Donc le marché n'aime pas l'incertitude, d'une part, et n'aime pas les tendances. C'est-à-dire que la France était sur une tendance négative. Là, on a peut-être une inversion de tendance. Et LVMH, par exemple, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Et donc, les ventes qui étaient en décroissance, c'est le retour potentiel de la croissance. Certains investisseurs étaient clairement sous-pondérés luxe, de manière générale, en disant que le cycle du luxe est passé et que la décroissance est à l'horizon à cause de la Chine, à cause du marasme en Europe et de manière générale de la production de valeur. Et donc, je pense que dans le mouvement d'aujourd'hui, sur ces valeurs-là, il y a aussi une couverture de positions de sous-pondération ou de positions découvertes. Donc ça accentue le mouvement dans un marché haussier. Et c'est vrai que cette action-là en particulier avait quand même pas mal souffert par rapport on est encore loin des plus hauts. Retour à meilleure fortune. Voilà. Sur la saison des résultats, au sens large, à la fois en Europe et aux États-Unis, j'ai lu que les attentes, notamment sur les S&P, sont de plus 8% sur le résultat du troisième trimestre. Oui. On se dit quoi? On se dit qu'il y a une bonne moisson à attendre parce qu'on a eu on a parlé beaucoup macroéconomie. Oui. C'est le retour de la micro à court terme pour voir l'impact de la macro sur les résultats. Ouais. Troisième trimestre, tout porte à penser que les résultats seront plutôt bons. On voit bien le PIB américain qui a été plus soutenu, les investissements. Donc la tech va sans doute avoir des bons résultats. Ce qui va compter, c'est qu'est-ce qui va être indiqué en termes de perspective. Les guidance. C'est moi qui parle anglais. Les fameuses guidance. Les résultats des banques américaines, hier, ont été assez intéressants, puisqu'en fait, les résultats sont excellents. Les actions ont baissé de 2-3%, si on prend JP Morgan, Goldman. Prenne qui pourra, pour le commun des mortels. C'est qu'en fait, dans les commentaires qui ont été faits, les guidance. Effectivement, on a mangé notre pain blanc, l'activité était incroyable. Mais... il y a la Fed qui va baisser a priori. Jérôme Powell, hier, on l'a senti plutôt à l'aise. Inquiet pour le marché, pas inquiet, mais en tout cas préoccupé par l'évolution du marché de l'emploi et donc plutôt à l'aise à l'idée, il ne l'a pas dit comme ça, de baisser ses taux 2 fois d'ici la fin de l'année. Donc c'est bon pour les banques, ça, je fais le lien avec les banques. C'est bon pour les banques, en effet, si les taux longs restent quand même là où ils sont. Parce qu'en fait, ce qui est bon pour les banques, c'est la transformation, donc c'est la pente, voilà. La courbe des taux. Exactement. De toute façon, la Fed baissera ses taux, enfin, nous on l'a toujours dit, contraint ou pas. Alors, sur la fin d'année, c'est assez balisé. On a compris qu'il restait encore 50 points de base. C'est ça, exactement. En 2 fois, enfin 2 fois 25. Sur 2026, moi, je ne sais pas. Honnêtement, c'est ouvert. Les jeux sont ouverts. Oui, le consensus est plutôt vers un taux final l'année prochaine vers les 3%. Je ne serais pas surpris qu'on aille plus bas, en fait. Parce que la Fed va devenir... c'est Trump qui va être content. Exactement. Non, mais on aille plus bas grâce ou à cause de Trump. Donc on pourrait aller à 2%, ce ne serait pas, à mon avis, impossible. Donc les marchés sous-estiment le potentiel de baisse de taux de la Fed en 2026 ? Je pense, c'est pour ça qu'on a une position sur la baisse des taux, court, et donc ce qu'on appelle un raidissement de la courbe, que le marché n'a pas encore complètement intégré. Une pontification. Oui. C'est la même chose. Effectivement. Et donc ça, c'est vraiment une conviction forte, mais la Fed le fera pour des mauvaises raisons. Parce qu'elle est contrainte. Oui. Parce qu'elle perd un peu son indépendance. Absolument, absolument. Donc ça va N'ayons pas peur des mots, il faut le dire. Oui, on est d'accord. C'est ça qui va se passer. La bascule, d'ailleurs, c'est 2026. Absolument. Donc Jay Powell rend son tablier et va être remplacé par quelqu'un qui sera vraiment aux ordres, aligné. Oui, d'ailleurs, il y a même dans l'entourage de l'administration américaine, ils disent clairement qu'il faut un alignement complet entre le Trésor et la Fed, voire même une fusion éventuellement. Donc c'est assez intéressant. Ça se termine comment cette histoire? Pardon, on se projette un petit peu, Vincent Mortier, mais à court terme, les marchés sont contents, ils ont plus de baisse de taux, formidable, mais cette perte de crédibilité de la Fed, en tout cas de son indépendance,
C'est très dangereux à beaucoup d'égards. Bon, pour le dollar, évidemment, le dollar va continuer de baisser. Alors, ça ne sera pas brutal tout de suite, ça va être graduel. Mais nous, on a une vue quand même assez négative sur le dollar à moyen terme pour ces raisons-là. Donc, c'est négatif pour la confiance, en fait, envers la monnaie, envers le système en place aux États-Unis. Il faudra voir aussi ce qu'ils vont faire sur la partie longue de la courbe, donc sur le 10 ans américain, par exemple, qui là aussi pourrait être sous administration, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de moyens de le faire. Mais je pense que le corollaire de tout ça, ça va être moins d'investissements étrangers vers les États-Unis. Et on a une situation de départ qui est exceptionnelle. Hein. La position nette d'investissement américaine est de manière extraordinaire négative. Donc les États-Unis sont financés par le monde, hein, par le Japon, par l'Allemagne. Ce sont des bons investissements qui sont rentables. Pour l'instant, oui, absolument. Un peu moins quand le dollar baisse. Mais si, voilà, et s'il commence à y avoir des points d'interrogation sur la manière dont le pays fonctionne, sur l'évolution du billet vert, en fait, je pense que le marché américain va se nationaliser de plus en plus, ce qui va avoir se domestiquer. Ce qui va avoir de plus en plus un effet négatif, absolument, un effet négatif sur le dollar, et c'est un cercle un peu vicieux qui peut s'enclencher. Vincent Mortier, avant de se quitter, juste, on voit bien que ça chauffe de nouveau entre Pékin et Washington. On avait tous cru, moi le premier, que c'était à tort, hein, que le conflit entre commercial entre Trump et Xi Jinping était en voie de résorption, notamment avec une rencontre là, et puis une trêve définitive en novembre. Est-ce que c'est remis en cause, ou est-ce que ils vont se rencontrer a priori au sommet de l'APEC à la fin du mois, en Corée du Sud? Ils vont sans doute se rencontrer, je serais surpris qu'ils ne le fassent pas. Néanmoins, le conflit sino-américain est profond, stratégique. Il va durer. Il va durer, il est existentiel pour les deux parties. Et donc tout le reste n'est que du bruit. C'est-à-dire que les Chinois ont des cartes à jouer, notamment les terres rares, mais pas que. Les Américains sont en train de rouvrir des mines et bien sûr. des permis pour être moins dépendants de la Chine. On est d'accord. Mais néanmoins, la position de départ de la Chine est absolument dominante sur un certain nombre de sujets. La terre rare indispensable. Terre rare, indispensable pour les voitures notamment, pour les composants, pour la tech. Pour l'aviation. Pour l'aviation, enfin pour l'armée. Énormément de segments de l'économie. Donc Pékin le sait. Et en joue. Et en joue, mais c'est normal. Enfin, ils ont beau jeu c'est les seuls qui peuvent vraiment s'opposer de manière forte à la politique américaine. Donc qui va plier in fine? Ça va rester, il y aura des tensions, on aura des périodes de plus ou moins de tensions? Il y aura des périodes de tensions, il y aura des accords parfois, de manière tactique. Il y aura du donnant-donnant. Ça peut être sur différents sujets, y compris en géopolitique. Et à la fin, alors ça dépend de l'horizon, mais je pense qu'il y aura forcément à court terme des points communs, mais à long terme, je pense que la rivalité ne va faire qu'empirer. Et les marchés vont s'y habituer, parce qu'on voit comme la réaction, hein, c'était vendredi, depuis ça a été corrigé. Oui. Et puis depuis, Trump a fait un peu machine arrière en disant je ne le rencontre pas, je vais le rencontrer, mais en même temps j'ai envie de les aider. Bon bref, mais au moment de l'annonce de 100% de droits de douane, aux États-Unis c'est d'entre 3 et 4% de baisse, quoi. Donc c'est pas oui. Ça reste encore une surprise pour les marchés à chaque fois. Hein. Comme ils vont s'y habituer. Alors je suis surpris que les marchés soient surpris, pour être franc, et le retournement également. Enfin, tout ça est un grand théâtre. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que les marchés n'intègrent pas ce changement d'équilibre qui va forcément avoir un impact sur un certain nombre de grandes valeurs américaines qui sont aujourd'hui peut-être un peu trop richement valorisées, compte tenu les méga tech américaines vont être sous pression par la croissance, par la concurrence croissante venant de Chine, par des restrictions. C'est un grand marché aussi qui va leur être bloqué de plus en plus. Donc on voit bien que c'est un enjeu de souveraineté aussi. Ouais. Et donc, je trouve qu'il y a un peu une myopie d'un certain nombre d'intervenants de marché aujourd'hui sur ce sujet-là. Dernière question, réponse en 20 secondes. Pour finir sur une note positive, vous êtes optimiste sur quoi? Ou s'il y avait un truc qu'il fallait acheter aujourd'hui, un actif dans lequel vous croyez, je ne sais pas. Alors, toujours les marchés émergents, qui, de manière générale, et notamment l'Asie, pas que la Chine, toute l'Asie, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud, Indonésie, qui reste quand même très devant en croissance et qui est revalorisé beaucoup moins cher que le reste. Donc ça, c'est je pense, une diversification très nécessaire dans les portefeuilles.
Donc c'est mon principal call aujourd'hui. Allez, c'est noté. Vincent Mortier, donc, directeur de gestion d'Amundi, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci.